Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 21e rencontre Progep, intitulée L'évaluation des questionnements à partager dans un monde de complexité. Ces rencontres Progep pour prospectif pour la jeunesse et l'éducation populaire, s'inscrivent dans le cadre de notre Assemblée Générale du FONGEP et nous sommes cette année dans un moment d'étape. En effet, elle fait suite à la dernière table ronde qui a été organisée le 28 mars dernier et qui s'intitulait « Évaluer les actions associatives, comment et avec qui ?» Vous aurez noté que cette thématique est au cœur des préoccupations du FONGEP et cette nouvelle rencontre ambitionne d'éclairer nos réflexions actuelles. Pour mémoire, entre 2016 et 2023, le FONGEP a mené un travail de recherche-action approfondi sur les modèles socio-économiques associatifs, plus particulièrement sur les modèles des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces travaux ont notamment mis en évidence la nécessité d'une nouvelle approche de l'évaluation. Il nous a semblé en effet nécessaire de dépasser l'évaluation contrainte pour construire des processus évaluatifs respectueux de l'initiative associative, certes, mais permettant aussi le contrôle légitime du bon usage des fonds publics. Face à ce constat, le FONGEP a lancé en 2024 un dispositif expérimental de recherche participative sur 2 ans. La table ronde que nous vous présentons ce jour se veut être un peu au milieu du gué, ou en tout cas à mi-chemin. Elle se concentre sur l'évaluation de l'animation des têtes de réseau associatives au sein des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, s'inspirant de l'expérience du dispositif de recherche participative GEP-EVAL. L'objectif est de mettre en lumière les multiples tensions rencontrées dans cette évaluation, telles que le contraste entre le besoin de rendre compte et le désir de préserver la complexité du travail, ou entre les pratiques souvent invisibles et l'exigence de résultats quantifiables et rapides. La discussion vise à faire émerger collectivement des questions essentielles pour appréhender l'évaluation dans toute sa complexité et reconnaître la valeur du travail des réseaux associatifs. Sans plus attendre, je cède la parole à Pascal Desclos, qui animera cette rencontre et à qui je laisse le soin de présenter les intervenantes et intervenants et le déroulé de cette rencontre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick. Ravi donc de vous retrouver pour ce projet numéro 21 en effet, dont l'intitulé est en effet « Évaluation des questionnements à partager dans un monde de complexité ». Pour nous éclairer sur ces questionnements qu'il est nécessaire de faire émerger au regard notamment des aventures qui sont les vôtres en tant que tête de réseau ou financeur de tête de réseau dans le dispositif GEP-EVAL, dispositif expérimental donc initié depuis 1 an maintenant par le FONGEP. J'accueille sous vos applaudissements, si vous voulez bien, Laure Di Franco. Bonjour Laure. Laure avec un micro. Bonjour Laure. Oui, bonjour. Bienvenue Laure. Merci. Tu es directrice générale de la Confédération nationale des foyers ruraux et tu es embarquée dans cette aventure GEP-EVAL. Tout à fait, avec plaisir, oui. Merci. On revient évidemment vers toi très vite. Éléonore Laroyenne. Bonjour Éléonore. Bienvenue à toi. Bonjour, merci. Tu es directrice du pôle ressources et vie interne au sein de la délégation générale collégiale de la Fédération des centres sociaux. Je me suis pas trompé? Tout à fait. Voilà. Et également, évidemment, embarqué dans cette aventure GEP-EVAL avec cet objet particulier qui est l'animation des têtes de réseau. Absolument. Donc de votre propre tête de réseau au sein des centres de la Fédération des centres sociaux de France. Avec nous également, nous avons Halima. Bonjour Halima. Halima, elle est accroyée. J'ai écorché hier encore. Tu sais que j'ai répété toute la soirée, mais ça n'a pas marché. Halima El Akroaoui, pardon. Et tu es, Halima, conseillère en politique familiale et sociale de la CAF, embarquée également dans cette aventure GEP-EVAL. Oui, merci. Et de la CNAF et en charge effectivement de l'accompagnement des têtes de réseau, justement. Et justement, et du coup, tes propos seront d'autant plus pertinents. À côté de Éléonore, parce que nous avons Emmanuel qui est avec nous, qui aura un positionnement un peu particulier avec nous. Nous accueillons également Romain Domici. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Romain, tu es intervenant chercheur, économiste au laboratoire Athémis, qui accompagne justement cette aventure du dispositif national GEP-EVAL autour de l'animation des têtes de réseau. Et merci des éclairages à venir et notamment des nombreux questionnements, bien évidemment, qui jalonnent cette aventure. Et avec nous, enfin, Emmanuel Porte. Bonjour Emmanuel. Merci de nous avoir rejoints. Chargé de recherche, donc, au sein de l'INGEP. Et puis, également, directeur de la revue Cahiers de l'Action
Et le dernier ou l'avant-dernier, c'était celui de décembre, si je ne m'abuse. Vous avez commis en effet un cahier de l'action portant sur les processus d'évaluation des associations. C'est un travail évidemment collectif sous la direction d'Augustin Vicat, mais c'est un travail qui a été réalisé avec Mathilde Renaud-Tinacci. Et Emmanuel, si tu le veux bien, tu seras notre grand témoin. C'est-à-dire qu'à chaque partie, évidemment, puisque nous aurons 3 parties pour le déroulé de cette table ronde, je te demanderai peut-être un éclairage un peu plus en retrait, un peu plus en distance, puisque les cahiers de l'évaluation ont commis cet ouvrage particulier qui retrace pour la première partie d'ailleurs un état de l'art, de comment on aborde, ou en tout cas un maximum d'expériences vécues ou d'approches de recherche développées par nombre d'acteurs. Et puis, c'est un cahier également qui donne la parole et également à de nombreux acteurs. Donc, on reviendra sur tout cela. Alors, mesdames, messieurs, donc, on a 1h30 devant nous pour tenter de faire émerger, au final, des questionnements que l'on pourrait proposer à notre écosystème dont les acteurs voudraient s'emparer de cette question. Évidemment, ce sera illustré pour partie avec ce que vous vivez autour de votre objet évalué qui s'intitule, qui est l'animation d'une tête de réseau. Peut-être revenir à l'origine quand même. Laure, je voudrais bien te passer la parole peut-être tout d'abord sur pourquoi la Confédération nationale des foyers ruraux s'est inscrite dans cette aventure. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette inscription ? Oui, peut-être avant de pouvoir répondre très directement à cette question, resituer la Confédération. Donc, la Confédération nationale des foyers ruraux, c'est 1600 associations sur l'ensemble du territoire qui sont animées essentiellement par des bénévoles et 43 fédérations départementales et 10 unions régionales qui sont vraiment nos interlocuteurs directs au niveau de la Confédération. Et du coup, notre organisation, tous les 4 ans, organise un congrès et ce congrès est l'occasion de revisiter notre projet confédéral. Oui. Donc, on a engagé un travail, notre dernier congrès, c'était en 2023. Donc, pour arriver à ce congrès 2023, on a engagé un travail qui permette de partir sur la période 2023-2024 avec un nouveau projet confédéral. Et à ce moment-là, en fait, on s'est un peu trouvé faible, pour le dire très simplement, sur comment on évalue notre précédent projet confédéral. Et donc, on a vraiment posé l'enjeu de l'évaluation comme quelque chose de central sur notre nouveau projet entre 2023 et 2027. Mais quand même, pour établir ce nouveau projet 2023-2025 en compagnonnage avec une chercheuse qu'on accueillait en CIFRE dans le cadre d'un travail de recherche, avec un outillage, un jeu qui nous a permis effectivement de renouer le dialogue avec nos différentes fédérations, avec les associations non locales, pour mesurer, pour retisser un lien en fait qui nous permettait de construire notre projet confédéral avec cette assise embarquée du réseau avec nous en fait. Voilà un peu et du coup derrière vraiment avec cette ambition de se dire dans ce nouveau projet confédéral de quels moyens on se dote pour continuer d'avoir un regard évaluatif sur ce qu'on déployait. Donc ça tombait pile poil au moment de la mise en place du travail par le FONGEP. Voilà. Merci pour ces premiers propos qui nous posent bien en effet le contexte et les enjeux. Je voudrais passer peut-être la parole également à Éléonore. Qu'est-ce qui a fait l'inscription de la Fédération des centres sociaux de France dans ce dispositif GEPEVAL ? Alors, je pense que notre histoire, elle est très très similaire et parallèle de ce que Laure vient d'évoquer. On sort également nous d'un projet fédéral. On en est sorti avec le même constat de se dire que on est en difficulté pour évaluer. De la même façon, on est une tête de réseau nationale d'un réseau qui est on est tête de réseau, c'est-à-dire que on a des fédérations locales qui sont départementales, bidépartementales, des unions régionales. Absolument. Et qui rassemblent un réseau de 1600-1700 centres sociaux associatifs et une partie d'entre eux sont municipaux. Et effectivement, on a embarqué suite au congrès de Lyon il y a quelques années le réseau dans un travail autour du développement du pouvoir d'agir des habitants. Vous imaginez bien, au vu de la thématique, la difficulté d'évaluer ce que ça a produit, même si
on perçoit bien dans nos pratiques, dans ce qu'on met en avant, des évolutions, mais on a écrit un projet fédéral, le réseau a été embarqué dans un projet fédéral, mais au moment de se dire, on arrive vers le congrès de Lille, qui a eu lieu il y a 2 ans, il va falloir qu'on fasse un point, qu'on réécrive notre projet à venir, et dans les échanges avec le réseau, on s'est dit, peut-être qu'on prend pas les choses de la bonne façon. D'abord, on construit un projet de réseau. C'est-à-dire qu'on part, dans la construction, on part de ce que le terrain, de ce que les habitants dans les centres sociaux souhaitent, ont besoin de mettre en œuvre, et on est sur un projet qui doit être véritablement ascendant. Et avec cette ambition, surtout, de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on vise collectivement, parce que l'ambition, elle est énorme, mais pour voir les pas qu'on aura été capable de produire en 10 ans, ça va impliquer qu'on soit capable d'évaluer ce qu'on fait, qu'on identifie les étapes. Donc, dans l'écriture du projet, dont une étape importante, il a été voté en Assemblée générale l'année dernière. Donc, tout ça en lien, au moment aussi de l'aventure de GPVAL. Il a été voté l'année dernière, et puis on a voté les priorités phares. Il y a tout un travail qui a été mis en place dans la construction, qui doit nous permettre d'être plus efficients dans l'évaluation et dans les indicateurs qu'on aura produits. Merci pour ces premiers propos, pour resituer en effet le contexte de la candidature. Je vais passer la parole à Halima. Halima, tu es représentante évidemment d'un des partenaires financiers très importants, notamment je pense évidemment aux centres sociaux. L'inscription d'un partenaire tel que la CAF dans ce dispositif GPVAL initié par le FONGEP, ça s'inscrivait dans quel questionnement à l'interne, ou quelle intention, ou quel souhait? Alors, je dois commencer par dire que oui, en effet, pour nous, les associations sont importantes. Je le dis et je le redis. Elles sont les leviers qui nous permettent de décliner nos politiques familiales et sociales. Donc, l'intérêt est déjà premier sur quelle est leur santé, comment ça se passe, comment elles évoluent, ça c'est un premier point. Et puis on est aussi, on doit garantir la distribution de nos deniers publics. Donc en effet, nous aussi nous avons à justifier de ces deniers, mais pas que. Cette lecture-là, elle est aussi, même si elle peut être considérée, et ça a été dit tout à l'heure, comme justifiée. Vous devez justifier, c'est pas que ça. Rendre compte. Les propos ont été tenus tout à l'heure. C'était intéressant pour nous. Cette inscription-là a été intéressante pour pouvoir échanger avec les associations en comité, puisqu'on le fait en temps normal en bilat, j'ai envie de dire, mais là en comité pour vraiment échanger sur ce que l'on comprend et quels sont les enjeux des uns et des autres, pour pouvoir aussi comprendre aussi les intérêts des uns et des autres, qui sont pas toujours lus, compris, et qui ont aussi des effets chacun de notre côté. Ça, c'était un point qui était important. Et en effet, on a bien conscience que les effets de cette évaluation peuvent être positifs ou négatifs, et donc tout l'intérêt de comprendre le mécanisme me semble en tout cas plus qu'important pour notre place dans notre travail au quotidien. Sachant que l'objet est singulier, il ne s'agit pas d'évaluer une action de terrain, mais bien une action qui est circonscrite pour l'instant, l'animation d'une tête de réseau, et avec la complexité que vous évoquez d'être évidemment des organisations fédérées ou confédérées, et donc il y a encore de multiples étages à l'animation de tête de réseau. Et ça, on reviendra là-dessus, comment également des partenaires peuvent prendre en compte cette question si essentielle et souvent invisibilisée en fait également. Romain, alors... Romain Domici, chercheur intervenant à Athémis, l'inscription, cette réponse à l'appel à manifestation d'intérêt publié par le FONGEP, comment vous l'avez, vous, appréhendé? Alors certes, vous êtes dans une histoire, on l'a bien compris, avec les 7 ans d'expérimentation préalable, qui existaient de fait et fort des enseignements. Vous vous êtes inscrit naturellement dans ce nouveau dispositif. Ouais, alors naturellement, oui. Voilà, c'est pas très naturel finalement, puisque c'est bien le résultat d'un travail fait ensemble. Oui. Et dans les travaux qu'on avait menés, donc notamment avec Sandro dans la première période sur les modèles socio-économiques, cette fonction particulière de l'évaluation a été quand même
bien identifiés, et notamment sur dans le travail de direction. Alors là, on était à l'échelle de structure, pas à l'échelle de réseau, mais dans le travail de direction de ces structures, il y avait cet axe de l'évaluation comme un peu le moyen de faire le lien, de faire le lien entre ce qui se joue sur le terrain et des fonctions d'animation, et notamment dans le rapport avec les partenaires. Donc c'est ça qui a suscité principalement notre intérêt, c'était d'aller un cran plus loin, de pousser encore plus loin. Et d'ailleurs, vous avez vu à plusieurs échelles, puisque on est dans l'expérimentation nationale, mais aussi dans des expérimentations plus territoriales, avec cette idée de continuer à pousser cette question de la place et la fonction et le déplacement qui se joue en fait sur cette fonction d'évaluation quand on fait évoluer les modèles socio-économiques des structures. Parce que je reprendrai les mots que tenait Patrick tout à l'heure. Comment on évalue, c'est une question qui est assez ancienne, mais il y a une question qui pointe le bout de son nez, c'est pourquoi on évalue. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que avec la perspective d'autres modèles socio-économiques, d'autres rapports avec les financeurs, se pose la question d'une fonction d'évaluation qui est pas juste la neutralité de l'observation de ce qu'on a produit ou des moyens qu'on a engagés, mais aussi une occasion de co-construction. Et cette question est pas, enfin, ce qu'on perçoit, c'est que c'était pas juste une hypothèse théorique comme ça, un peu flottante, mais que dans la pratique des associations à l'échelle locale, et ce qu'on a assez vite découvert dans la pratique, tant du côté des associations que du côté des partenaires, parce qu'on a eu cette discussion financeurs, mais pas les réduire à des financeurs, mais partenaires, se posait cette question des supports de coproduction, et qui ont une pratique, et qui sont plutôt mis en tension avec une représentation formalisée de l'évaluation, plus que dans le flux quotidien, on pourrait dire, ou l'activité quotidienne, dans le rapport entre les associations et les partenaires. Et peut-être, Romain, une question qui me vient à l'esprit, là, mais dans ce pourquoi, souvent, il y a confusion dans le terme, un mot ou deux mots. Peut-être que là se cache, bien évidemment, aussi le ressenti ou les positionnements attendus ou requis des partenaires face à face sur le rendre compte ou prendre en compte. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence d'une action que l'on doit évaluer ? Oui, et alors il y a effectivement cette question-là, rendre compte, prendre en compte. Il y avait aussi cette question, enfin, je pense qu'il y a aussi la question des formes que ça prend et du statut un peu des traces qui sont produites. Soit c'est la finalité, la trace, et c'est le juge de paix de la discussion, ou alors la production de la trace elle-même, finalement, c'est le centre un peu du travail d'évaluation. Et on voit qu'on a manipulé un peu deux choses à chaque fois, c'est-à-dire les objets que produisent les évaluations, qui peuvent être des objets quand même assez complexes. On a étudié ensemble les conventions pluriannuelles d'objectifs du ministère de la Culture. Par exemple, c'est pas un objet extrêmement simple. C'est une trace qui est importante, mais qui est le résultat d'un travail assez conséquent, permanent en fait. Et donc là, on vient mettre un petit coin dans une lecture de l'évaluation qui serait un temps dédié ex post, ex ante, comme diraient mes collègues économistes, mais plutôt un travail qui est un travail continu. D'ailleurs, on a vu une sorte de lien, et on en a entendu parler là déjà dans le premier tour, sur le rapport entre les questions d'animation et les questions d'évaluation. Puisque Laure disait, pour construire le projet politique, il y a une forte activité qui relève de démarches évaluatives. Et donc là, on a bien quelque chose où on évalue pour construire quelque chose, donc pas tellement pour constater le passé ou pour qualifier le passé, mais non pas au regard de critères qui préexistent, mais qui sont eux-mêmes en cours de constitution. Et là, ça change quand même pas mal la donne, cette question-là, et ça pose ce que tu relèves, c'est-à-dire à la fois la question des objets, de ce qu'on produit, et en même temps la question de la démarche évaluative. Merci pour ces premiers propos, Romain. Dominique, grand témoin, quel rôle? Emmanuel. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces premiers propos, avec évidemment, comme l'INJEP évidemment était de très près également dans cette mise en place de ce dispositif qui s'intitule maintenant GPVAL, mais au regard des travaux de l'état de l'art qui ont été réalisés, l'inscription volontaire d'acteurs, qu'ils soient financeurs ou qu'ils soient représentants de mouvements associatifs et de chercheurs aussi, dans
une dynamique évaluative, processus, objet, c'est quoi la raison d'être généralement de cette inscription? Se dire on va se travailler là-dessus, on va s'arrêter là-dessus, quitte à avoir évidemment des feedbacks qui vont nous bousculer, nous re-questionner, etc. En fait, ce qui, moi, je trouve intéressant dans la discussion qu'on a là, en la plaçant au niveau, en quelque sorte, des têtes de réseau et des questionnements d'ensemble, c'est que ça prolonge complètement, nous, le travail qu'on avait aussi essayé de conduire pour préparer ce cahier de l'action que tu as évoqué, mais aussi à travers une revue de littérature qui avait été faite à l'INJEP et conduite, en fait, par Marion Studer, Francesca Petrella et Giorgia Trashikani, sur l'évaluation, qui montrait que, finalement, quand on regarde appliquer au champ associatif l'évolution du vocabulaire avec lequel on travaille depuis des années. En gros, on a en concurrence la question de l'utilité sociale et puis la question de l'impact social. Et qu'en gros, si on fait un peu la genèse de ces deux notions, la notion d'utilité sociale, elle renvoie davantage à un contexte francophone élargi qui, dans les années 70 et 80, a travaillé la question de la spécificité du monde associatif en lien avec l'affirmation du monde de l'économie sociale de manière générale, mais aussi d'une réglementation un peu spécifique aux acteurs associatifs, notamment avec le régime fiscal particulier dont bénéficient les associations en France. Et donc l'idée, c'était de s'appuyer sur cette notion aussi pour trouver des critères qui soient spécifiques à ces acteurs qui sont spécifiques dans le champ économique. Là où la notion d'impact social, qui elle vient plutôt du monde anglo-saxon, elle s'est plutôt posé la question de regarder les acteurs associatifs comme des acteurs économiques parmi d'autres, ou comme les autres, même s'ils ont des modalités d'organisation et des types d'activités particulières. Ça, c'est l'héritage du débat un peu académique historique. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la période qui nous sépare entre les années 80 et aujourd'hui, en réalité, c'est le mot d'impact social qui s'est imposé globalement et qui s'est imposé notamment dans les politiques publiques proposées dans le cadre de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, la manière dont les associations se sont appropriées aussi ces enjeux-là depuis quelques années, fait qu'on a de plus en plus de gens qui vont avoir une définition de l'impact social qui finalement ressemble davantage à ce que je définissais comme l'utilité sociale, mais en l'appelant impact social. Donc on est dans une situation où en gros aujourd'hui, même si la notion d'impact social a tendance à dominer un peu plus le champ que l'autre notion, elle est de toute façon hybridée. Voilà, il y a eu des formes de syncrétisme entre ces deux notions, et c'est pour ça que nous on avait voulu faire un cahier de l'action sur les pratiques d'évaluation, et ça rebondit complètement sur ce que disait Romain. D'ailleurs, il a failli faire un papier dans le numéro lui-même, donc c'est tout à fait en résonance, et on aura le temps d'y revenir, j'imagine, après. Merci Emmanuel pour ces premiers propos et cette remise en perspective, et en effet cette dualité impact social, utilité sociale et hybridation au bout du bout. Peut-être revenir à Romain, du coup, concernant l'évaluation d'une action associative, tel que, évidemment, l'objet défini dans le cadre de l'évaluation nationale, puisqu'on va se centrer un petit peu plus là-dessus ce matin, l'animation d'une tête de réseau. Voilà, et nationale, avec toutes les implications, évidemment, dans les structures de chaque mouvement. Est-ce que c'est une problématique, dirais-tu, de positionnement entre acteurs non partagés, de posture pas tout à fait adéquate pour qu'elles puissent se rencontrer entre partenaires publics et mouvements associatifs lorsqu'ils abordent cet objet-là, si tant est que cet objet soit reconnaissable, soit circonscrivable par les acteurs, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, peut-être cet écart ou peut-être cette tension implicite qu'il y a autour de la posture peut-être et des questionnements premiers pour aborder cet objet un peu énigmatique? Ouais, il y a une difficulté première qu'on a soulevée assez vite dans le premier temps de rendez-vous, qui était quand même définir ce qu'on met derrière l'animation. Alors je m'en souviendrai longtemps pour tout vous dire de ce moment-là. Oui. Qui était effectivement assez compliqué, parce que on pourrait dire que l'avantage quand on approche par les moyens ou les résultats, ça donne des objets un peu comparables, mais qui masquent en fait l'essentiel du travail à faire. Et quand on a dit oui, mais ouvrons la boîte de ce qu'est l'essentiel du travail à faire, en fait, on rend compte d'un truc, c'est qu'il y a effectivement des pratiques très très variées, très différentes, des manières de conduire, c'est-à-dire y compris des orientations politiques qui trouvent aussi une forme dans la manière de faire. Oui. Et qui du coup fait que c'est pas très unifié, ce qu'on appelle travail d'animation dans les différents réseaux.
Donc ça, c'est un premier point de difficulté, on pourrait dire déjà que du côté des associations, avec un point, c'est qu'en plus, quand on voit bien la faiblesse que peut représenter l'approche par les résultats tangibles ou l'approche par les moyens engagés, parce que il y a une forme, d'une part, de fait de la nature du travail d'animation qui dépend beaucoup d'éléments conjoncturels, d'éléments au sein du réseau, d'éléments de modification du contexte dans lequel les associations se retrouvent, et qui donne une incertitude extrêmement grande sur ce qu'il y a de significatif dans le fait d'avoir une personne en plus, une personne dédiée sur une activité. Absolument. C'est pas parce que j'ai dit quelqu'un à la diffusion des enjeux du numérique dans mon réseau que les enjeux du numérique dans mon réseau se diffusent. C'est-à-dire avec en plus des manières d'aborder le rapport entre les réseaux et les associations qui sont quand même aussi eux-mêmes marqués de l'histoire, du projet politique et de l'histoire des différents réseaux. Donc tout ça fait qu'il y a une vraie difficulté à appréhender le travail, à qualifier ce travail, et y compris à discuter de la qualité du travail. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'on a aussi vu émerger assez vite, c'est un hiatus très fort sur l'usage de l'évaluation ou la compréhension de cet usage. C'est-à-dire avec un truc qui remontait, alors qu'on avait vu avec Sandro aussi beaucoup, et on n'est pas les seuls. Hein, dès qu'on s'intéresse à cette question de l'évaluation et le rapport avec les financeurs, là pour le coup pris comme financeurs, il y avait mais on n'est pas compris dans ce qu'on fait, il n'y a pas une compréhension, on n'appréhende pas tout ce que l'on produit, et les partenaires, du coup, ce qui nous a amené à arrêter de les appeler financeurs, on dit, attendez, quand même, nous, on connaît les réseaux, ça fait un certain temps qu'on travaille avec vous, on sait que ce que vous faites, c'est quelque chose de qualité, le problème n'est pas là. Et Alimal l'évoquait, le problème des partenaires financeurs, notamment, quand on les prend dans cette position-là, c'est un problème de répartition de deniers publics et de justification de cette répartition. Et pas de confiance. Et donc, il n'y a pas une symétrie des questions. C'est-à-dire, l'évaluation, c'est pas juste dire ce que vous faites, c'est super ou c'est pas bien. Ou ça n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire, ça ne rencontre pas nos intentions de politique publique. Il y a des éléments de ça, quand même. C'est-à-dire que, il y a des politiques publiques culturelles, des politiques publiques liées à la famille, etc., qui ont quand même leurs propres objectifs, et il y a besoin d'une forme de coïncidence entre les deux. Mais il y a aussi des questions de gestion des deniers publics, de pratiques internes, là, cette fois-ci, de capacité de mobilisation de leur propre réseau. D'ailleurs, on s'est rendu compte que on avait face à nous des partenaires qui sont aussi des têtes de réseau. La CNAF est aussi une tête de réseau qui a le même exercice à faire de compréhension, d'évaluation interne, d'animation de son propre réseau, et c'est pas parce que la CNAF appuie sur un bouton que les CAF suivent de manière automatique. Et donc il y a un peu cette découverte aussi que derrière l'enjeu de l'évaluation, en fait, on a plusieurs enjeux imbriqués qui sont, pour reprendre ce que disait Sandro tout à l'heure, qui sont déjà des enjeux de travail. Comment les gens s'en débrouillent de l'articulation de ces différents enjeux, et comment on manipule, y compris des objets formels qui existent. Alors on peut discuter de la pertinence ou de la non-pertinence de ces objets qui existent. Quand on met une plateforme, ça sépare encore plus la compréhension qu'on peut avoir par rapport au dialogue qu'on peut avoir directement avec des acteurs. Donc là, le repérage, il y a aussi un hiatus de ce côté-là. Et donc là, c'est pour ça que le passage par les pratiques, et je rejoins ce que dit Emmanuel sur l'intérêt d'entrer dans les pratiques, c'est qu'on part pas d'une vision abstraite de ce qui séparerait tout ce monde-là, mais comment on s'y prend très concrètement. Et comment ça tient très concrètement. Et donc ça, c'est un truc qui est quand même notable, et on a insisté un peu là-dessus avec Sandro, c'est que l'espace qu'on a créé, que le FONJEP a créé à l'aune de cette expérimentation, en fait, c'est déjà un espace productif en lui-même. Et peut-être qu'il n'est pas inintéressant de se dire que c'est pas nécessairement que une expérimentation. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un objet qui s'est constitué qui, déjà, permet d'aborder des incompréhensions qui sont liées à des questions de posture, et là d'élaborer des postures communes, ou une posture commune, une compréhension plus commune de la variété de ce qui se joue dans l'évaluation. Éléonore, cette question que posait cette problématique du dialogue et de la compréhension réciproque, mais il y a quand même une asymétrie, voire des hiatus dans ce dont on parle. Qu'est-ce que ça t'évoque au nom de la Fédération des centres sociaux, parce que ce qui est ressenti évidemment par les mouvements et peut-être aussi par les têtes de réseau, et dans cette reconnaissance de l'objet, la animation tête de réseau,
c'est qu'il y a quand même une grande fatigue aussi à toujours devoir tout prouver. Comment vous vous en débrouillez de tout ça actuellement? Comment vous donnez à voir à l'interne et évidemment dans le cadre de la relation avec vos partenaires de cette nécessité de prendre en compte ce travail-là, ces pratiques-là qui qualifient ce qu'on appelle l'animation une tête de réseau? Je pense que tout l'enjeu est effectivement dans le dialogue permanent qu'on a en fait pour qu'on puisse réussir à parler, à observer la même chose, il faut qu'on construise une culture commune. Et ça implique que chacun comprenne aussi les enjeux de l'autre, qu'il soit partenaire ou tête de réseau. Et donc c'est effectivement, enfin dans les pratiques que ça se construit. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, parce qu'effectivement il y a pas d'isomorphisme absolu entre la tête de réseau nationale et par exemple si on prend la CNAF et on voit aussi les pratiques de nos fédérations tête de réseau locales avec les CAF locales. Oui. On n'est pas dans les mêmes, c'est pas la même chose d'être une tête de réseau nationale et d'être une tête de réseau locale. Et ça, on s'en rend compte et on voit aussi que, quelque part, ça rapproche aussi. C'est-à-dire au niveau national, on est dans des échanges aussi de la façon dont nos fédérations et les CAF locales travaillent. Donc ça nous permet de prendre de la hauteur et de construire en fait cette culture de effectivement du partenariat, de ce qu'on vise, de qu'est-ce qu'on attend d'une tête de réseau, qu'est-ce que nos partenaires institutionnels peuvent attendre de nous et nous qu'est-ce qu'on peut proposer aussi. Enfin voilà, je pense que c'est pas des choses figées, c'est des choses qui évoluent. Après juste aussi, quelque chose qui est auquel je pense aussi dans nos échanges, c'est que on est aussi évalué, peut-être pas le terme, mais on est aussi attendu par notre réseau. Oui. Et en fait, on doit aussi on rend compte au réseau et c'est intéressant de voir que on produit pas les mêmes choses, mais on a des comptes à rendre pour le coup au réseau qui est libre d'adhérer ou non et qui et comment on vit nous en tant que fédération ce fédéralisme, c'est aussi une question qui est permanente, mais on est c'est un aller-retour et c'est quelque chose on doit faire régulièrement des arrêts sur image aussi pour c'est un sujet, Éléonore, parce que tu parles évidemment, on est évalué en tant que tête de réseau nous-mêmes par nos unions régionales par exemple, etc., ou nos fédérations départementales, mais on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire que faire l'engagement de se fédérer, c'est aussi respecter un certain nombre de droits, etc., et peut-être aussi rendre des comptes. Comment c'est abordé? Est-ce qu'il y a des espaces dédié à cette question-là de la mise en lumière, de rendre compte ou de prendre en compte? On est en plein dedans. Actuellement, nous, dans le cadre de notre projet de réseau, on a identifié des priorités phares thématiques qui ont été définies par le réseau à travers des consultations et les fédérations ont porté les voix de leur réseau local. Mais on a fait le choix aussi collectivement en tant que réseau de dire qu'on a un bloc qui questionne notre fédéralisme. Et donc, effectivement, cet aller-retour entre nous, ce qu'on appelle adhésion-reconnaissance, c'est-à-dire pourquoi on adhère, mais dans l'adhésion, qu'est-ce qu'il y a aussi comme engagement. Vraiment pour sortir de ce que serait une fédération de services, on n'est pas là-dedans. On est un réseau, on porte des choses, on a un projet politique. Oui, tenter de ne pas être renvoyé en effet, à une fédération de services. Et ça, effectivement, dans les attendus du réseau vis-à-vis de la fédération, ça change les choses. De se dire, on sait pourquoi on a adhéré et politiquement, on porte la même chose. On est juste à des échelons différents, mais c'est un projet commun. Merci, Éléonore. Laure, il y a des similitudes évidemment avec ce que vient de dire Éléonore. La singularité, c'est que vous venez d'adopter votre projet pour les 2 ans qui viennent. Est-ce que l'évaluation de l'animation, ou en tout cas la question de la tête de réseau, l'animation d'une tête de réseau, ça fait l'objet de débats avec cette nécessité d'éclairer cette chose, d'essayer d'incarner? Alors, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, notre projet confédéral actuel, du coup, il est
construit sur les fonctions tête de réseau qui avaient été identifiées par le travail notamment du mouvement associatif, et donc il y a les enjeux effectivement d'animation qui sont très présents. Donc ça c'est la première chose. Donc en fait je pense qu'on a fait un travail aussi d'appropriation vis-à-vis du réseau de cette typologie là, parce qu'ils n'étaient pas forcément toutes les fédérations n'étaient pas forcément en connaissance, et donc vous avez mis en place des temps de partage de cette production du mouvement associatif. Oui, tout à fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la question de l'évaluation, du coup, qui fait lien, c'est que statutairement, en fait, notre congrès évalue notre projet confédéral. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire que le congrès qu'on aura en 2027 évaluera le travail qu'on a fait sur le projet confédéral, donc l'animation du réseau. Alors je t'embête un tout petit peu là. Oui. Évaluer, ça veut dire c'est fait, c'est pas fait. Ah ben alors voilà, statutairement ça dit juste évalue. À nous de voir de quelle manière, et c'est un peu tout l'intérêt pour nous de travailler dans ce collectif, c'est effectivement de quelle manière on va formuler ça, même si on a une réponse déjà à ça, puisqu'on n'attend pas d'arriver à ce moment du congrès pour être dans un travail permanent et continu. Et effectivement, on a beaucoup de similitudes. Cette question-là on traverse aussi cette question-là par le biais du travail sur le schéma d'adhésion qu'on a ouvert en fait au sein de notre réseau, puisque de la même manière en fait on est bien sur une volonté des fédérations d'adhérer, mais donc d'adhérer à quoi, et donc de retravailler sur les attendus vis-à-vis de la tête de réseau, et notamment cette animation et comment elle se vit et elle se fabrique ensemble en fait. Donc voilà un peu effectivement comment nous on a pris un peu ce fil. On avait envisagé et on l'avait inscrit comme ça la mise en place d'un espace vraiment dédié à l'évaluation, mais en fait on s'est rapidement rendu compte que ça n'avait pas de sens que de faire quelque chose à côté qui aurait ce regard-là pour nous en fait. Voilà. Et alors Laure, ce travail qui va être évidemment, c'est un processus aller-retour tout au long de ces 2 années pour ne pas arriver qu'à la fin en disant fait pas fait, mais donner du sens à ce qu'on essaie d'évaluer. Est-ce que c'est un travail également qui est fait avec vos partenaires financiers, que de mettre cet objet-là, animation de tête de réseau que nous sommes, nos confédérations, c'est un objet dont il nous faut discuter, parce que c'est du fonctionnement, c'est du temps, c'est des savoir-faire. On est en train de s'améliorer, j'ai envie de dire, par rapport à ça, sûrement collectivement dans ce travail. C'est sûr que quand dans nos rendez-vous annuels avec les partenaires, évidemment l'année de notre congrès, tout le travail qu'on a pu faire pour arriver au congrès, au projet confédéral, c'est des choses qu'on va rapporter, qu'on va expliciter, qu'on va essayer d'illustrer, mais en ayant un peu la crainte que ce soit pas forcément l'attendu du partenaire qui est en face de nous, parce que voilà, objectivement, au départ, c'est pas ce qui l'intéresse en premier, on va dire. Si tu avais caricaturé, on va caricaturer, ce qu'il attend un partenaire? En fait, souvent il attend quand même qu'on ait répondu aux objectifs qu'on avait mis dans notre convention pluriannuelle, et donc ces objectifs-là, on y met rarement quand même animer le réseau en fait. On y met rarement créer la dynamique d'un mouvement national, ou amener à la réflexion l'ensemble des adhérents. Enfin voilà. Réguler les conflits, etc. Soutenir. Voilà. Non, ça c'est pas ce qui figure en premier. Ça figure, et on pense qu'effectivement sans ça, en fait, on peut pas répondre à l'objectif, mais pour autant, on s'attache plus à parler de l'objectif que de tout ce qu'on a déployé derrière, qui ont permis que l'objectif se tienne, quoi. Et encore du point aveugle, oui. Alors, du coup, je vais passer la parole à Lima, évidemment. Qu'est-ce que vous regardez donc? Quel type de lunettes portez-vous sur vraiment cette appréhension volontairement? On va s'arrêter là un petit peu pour illustrer très concrètement nos propos, qui sont souvent aussi conceptuels théoriques. Ouais. C'est cet objet animation de tête de réseau. Comment vous l'appréhendez, vous? Alors, tout d'abord, je vais dire que l'exercice, pour le coup, est très intéressant parce qu'il met vraiment en exergue qu'en effet, l'approche pour appréhender en fait la complexité de l'évaluation, elle nous est commune, déjà. Vraiment très commune. Et que derrière, quelle place pour le partenariat, on l'entend. Et nous, notre questionnement de l'autre côté, quand bien même effectivement il faut rendre des comptes, mais pas que, c'est qu'est-ce que comprend le partenaire qu'on finance? Qu'on veut mesurer de la performance? Qu'on veut mesurer son activité? Qu'on veut mesurer le risque, sa situation? Non, c'est pas que ça. Et en fait, ça va être justement parce que quand bien même effectivement il y a une convention qui met des objectifs, elle est peut-être pas uniquement celle qui pense.
Et c'est pour ça que ce débat et ce temps d'échange est vraiment important. Il y a aussi cette notion, et pendant vos échanges, on l'a bien vu, il y a, et ça a été dit aussi tout à l'heure dans les expériences, il y a aussi ce qui est invisible, c'est-à-dire la mise en réseau, tout le travail qui a été préparé avant d'arriver à un élément. Et ça, c'est intéressant. Donc on peut parler d'utilité et d'impact, mais à quel niveau? Voilà, c'est des lectures qui sont qui nécessitent en tout cas d'avoir une évaluation qui va être regardée de manière objective, qui va être regardée de manière rigoureuse, mais pas seulement. À côté, il faut aussi regarder l'effet que ça crée et, pour reprendre les termes des scientifiques, la valeur que ça crée. Voilà. Et Halima, pour être encore un peu plus dans le détail et de l'expérience que toi tu vis en faisant partie de cette aventure nationale sur l'évaluation de l'animation d'une tête de réseau, vous êtes 5 financeurs autour de la table et 7 mouvements associatifs. Quand vous travaillez entre pairs, financeurs que vous êtes, quelles sont les surprises, ce qui a gratté, ce qui a été découvert, une remise en question dans ces espaces dont parlait tout à l'heure Romain, qui sont sans doute eux-mêmes déjà un produit un peu bizarre à qualifier, mais qui permettent d'avancer et sans doute à valoriser pour demain, puisqu'il s'agit aussi des conditions, des méthodes, des modalités du dialogue et du travail sur les représentations, de décryptage de ce qui se cache derrière un terme. Je me souviens de 2 exercices pour ma part, où quand vous étiez entre financeurs, eh bien, il n'y a rien à dire, il y a de la diversité, certes, mais de la diversité dans le questionnement, voire dans un champ qui s'ouvre et à investiguer autrement. Qu'est-ce que tu retiendrais là où tu en es? Puisqu'on parlait de posture, d'attitude vis-à-vis des objets, des modes de dialogue. Alors, j'ai envie de dire, d'abord, il y a des historiques, hein, ouais. Et de plus en plus, on travaille sur de la transversalité, de plus en plus, on travaille ensemble, aussi parce que on a des dispositifs politiques qui nous rassemblent. On est au carrefour de certains, de plusieurs politiques, et les associations elles-mêmes aujourd'hui, parce que elles ont grandi, elles ont évolué, elles ont diversifié leurs activités, elles se retrouvent elles aussi au carrefour de politique. Et donc du coup, quand bien même effectivement il y a un contexte budgétaire contraint, restrictif et en fait qui s'impose à nous, j'ai envie de dire, nous notre objet c'est d'abord de créer ce temps de dialogue, tant avec les partenaires, mais quand bien même en bilate, mais aussi entre nous, et de plus en plus. Parce que il y a une nécessité et on a bien conscience qu'on a besoin de ces associations, que c'est une richesse. Enfin, quand on lit les documents et les rapports, et je vous en remercie que je lis assez facilement et voilà, sur lesquels je m'appuie d'ailleurs. Voilà, ça donne aussi une lecture de la richesse du pays que d'avoir une visibilité du monde associatif existant en France. Et ça. Bon, on va pas aller dans les comparaisons avec l'Europe puisqu'on est sur un système qui est totalement différent, mais cette liberté et cette démocratie, ce sur quoi le militantisme associatif existe, est un point d'entrée et qui nous est commun aussi. Et ça, il faut pas le perdre de vue non plus. C'est vraiment important. Oui, d'ailleurs, on pourrait citer toutes les actions que vous menez pour soutenir la formation des bénévoles, notamment en tant que CAF. Oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Emmanuel, qu'est-ce que ça évoque tout cela? Cette question, oui, cette question de posture et du coup d'attitude peut-être, mais évidemment de culture, mais qui fait comme ça qu'il peut y avoir des choses qui grattent et puis des choses qui devraient gratter mais qui ne grattent pas parce que il y a peut-être du consensus derrière aussi des mots valises. Enfin, pour ma part, quand on a travaillé tous ensemble sur animer, qu'est-ce que ça veut dire? Une tête de réseau, ce que ça veut dire? Animer une tête de réseau, ce que ça veut dire? 7 mouvements d'éducation populaire, 7 entrées différentes, mais toutes résumées dans l'absolu dans des conventions par soutenir l'animation d'une tête de réseau, mais peu déclinées. Or, il y a des cultures et des pratiques différentes. Alors, moi, ça me fait réagir en rebondissant sur le titre qu'on a choisi pour les cahiers de l'action, qu'on a mis un peu de temps finalement à trouver, même s'il avait l'air simple. C'est qu'on a décidé d'appeler ce numéro « Les processus d'évaluation », et avec un sous-titre qui est « Prendre la mesure du travail collectif ». Absolument. L'idée étant de jouer un peu sur mesure dans le monde de l'évaluation, même si là on parle pas de mesures quantifiées uniquement. Et si on l'a choisi, c'est que dans le temps d'échange sur les pratiques
avec les acteurs qui étaient concernés par des tentatives d'essayer de mettre en place justement des processus d'évaluation qui soient un peu moins uniquement quantitatifs ou uniquement centrés sur les résultats, etc. Et donc de travailler les choses avec des partenaires différents, dont possiblement des financeurs, mais pas exclusivement, aussi les habitants d'un territoire, aussi des gens qui sont pas directement dans la structure, mais concernés par l'activité de la structure. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même que globalement, il y a une différence entre, comment dire, une culture de l'évaluation qui s'est globalement plutôt développée, un certain nombre de gens qui arrivent à se parler, et une culture commune autour de l'évaluation, mais qui vient de temps en temps être un peu perturbée par ce que moi j'appellerais des contraintes particulières à chacun et qui renvoient à la structure ou à l'entité dans laquelle on est. Et quand on parle d'animation de réseau, on a ce problème-là en interne et on a ce problème-là vis-à-vis de l'externe et d'éventuels soit partenaires, soit financeurs. Donc toute la difficulté, en fait, c'est de réussir, à mon avis, à passer d'un processus d'évaluation dont on se saisit pour en faire l'occasion d'un dialogue sur l'animation de réseau, à la fois en interne et vis-à-vis de l'extérieur, à un fonctionnement, enfin quelque chose d'un peu plus pérenne dans lequel on se projette pour travailler ensemble à l'identification de problèmes qu'on a en commun. Et donc, je l'avais un peu dit déjà, je crois, dans une conférence débat quand on a fait à la sortie du numéro aujourd'hui, à savoir comment on passe de processus d'évaluation qui sont peut-être de plus en plus ouverts, participatifs, etc., mais qui restent quand même malgré tout ponctuels, financés ponctuellement, très centrés sur des dispositifs en particulier, etc., à des processus de recherche, dont une partie est de la recherche en quelque sorte internalisée pour soi, qui permet de travailler le fonctionnement de son réseau, son organisation collective, mais qui a aussi en quelque sorte comme débouché une dimension évaluation qui participe du dialogue avec les financeurs et avec les autres acteurs. En tout cas, je trouve que plus on a une définition élargie de l'évaluation, et plus on se pose la question de l'ordre de la recherche ou de la recherche-action. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'un certain nombre de partenaires, des acteurs associatifs dans ce genre d'aventure sont des gens qui ont un profil recherche et pratiquent depuis un certain nombre d'années des choses qui relèvent de la recherche-action. Merci Emmanuel. Alors ça tombe bien parce que vraiment tu as introduit cette deuxième partie qui était intitulée un peu sur une petite prise de notes, l'évaluation, une question de résultat ou de processus. Là on voit bien que tu nous ouvres le champ et en même temps je vais passer la parole à Romain. C'est peut-être, puisque c'est quelque chose qui remonte également au regard de 1 an maintenant d'expérience, enfin d'expérimentation, c'est la question de la recherche, voire du chercheur, bref du tiers. Et en fait, peut-être une question, c'est est-ce que la recherche et ce processus de recherche ici, action, à dynamique, à visée participative, est-ce que c'est pas une école peut-être aussi à développer autour de qu'est-ce qu'une réflexivité, voilà, pour soi, mais avec l'autre, sur le plan organisationnel, culturel. Est-ce que c'est pas ça qu'on apprend les uns les autres aussi, à se mettre en posture, et j'allais dire en attitude, de mise à plat de là où nous en sommes dans nos questionnements au regard de qui nous sommes, ce que nous avons les uns les autres comme matériaux. Voilà, la réflexivité, synonyme j'allais dire, de culture aussi interne dans nos organisations, quelles qu'elles soient, pour contribuer à cette dynamique de recherche qui peut prendre plein de registres avec des matériaux très divers. Mais là, je pense que là, on retrouve les questions de modèle économique, parce que un des sujets, je pense, qui est derrière, c'est la fonction économique de l'évaluation. Oui. Parce que on peut se dire que c'est une question de posture, mais si on reste enfermé dans un modèle économique, pour faire très très vite, de commanditaire à des réseaux et de production de résultats, et alors qui est pas, encore une fois, qui est pas la pratique des personnes. C'est pas ça qui est mis en cause, c'est le modèle dominant de représentation de cette question qui trouve des formes de traduction, soit du côté des associations. Un exemple d'intégration de cette question-là, c'est, je me souviens d'Asso où on va et je demande comment fonctionne l'association, et en fait on retrouve les catégories administratives et financières comme structurantes
de la définition de l'association elle-même. Et là, on voit une forme d'intégration de ce modèle économique dominant que nous, on a qualifié d'industriel. Bon, je vais pas revenir là-dessus, on en a assez parlé. Mais là, donc d'une fonction de l'évaluation dans laquelle on peut se dire une posture réflexive mais qui va se heurter à cette question du modèle économique dans lequel on est pris, qui fait que l'évaluation devient coûteuse, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, il faut du coup des dispositifs expérimentaux comme ceux dans lesquels on se trouve, qui ouvrent des fenêtres, qui permettent de le faire. Et donc ça sort la question de l'évaluation, de la question de l'activité courante des associations et de leurs partenaires. Ce qu'on a repéré là, je prends une de tes petites phrases là, mais pardon, je te prends un peu à partie là sur le truc, mais tu dis donner du sens. Ce qu'on s'est dit, ce qu'on voit, c'est que l'évaluation, c'est un processus de construction du sens. La valeur, c'est pas la valeur qu'on constate, qu'on repérerait comme si c'était des champignons en forêt, il suffit de se promener et on tombe dessus. Là, on est dans quelque chose où on dit la condition de production de la valeur, c'est la qualité du processus d'évaluation. Et c'est son intégration dans l'activité, c'est-à-dire c'est pas un truc à part, etc. Et donc ça soulève des questions quand même importantes sur la place de l'évaluation donc dans la dynamique économique d'ensemble, c'est quoi le sens économique de l'évaluation, et derrière, mais comment on est organisé pour que cette part de la production de l'activité, elle soit pas à l'extérieur de l'activité. Et donc comment ça s'articule avec la vie de tous les jours. Et ce qu'on constate, c'est que dans la pratique, il y a des tas de pratiques évaluatives. Alors je dirais presque que c'est tarte à la crème du côté de l'éducation populaire, à l'échelle la plus micro, de parler de ça, parce que l'évaluation avec les participants, l'éducation populaire nous a pas attendu pour le faire. Enfin, c'est une partie extrêmement importante des éléments culturels de l'éducation populaire. Mais c'est plus difficile à retrouver quand on monte dans les strates, à l'échelle déjà d'une direction, d'une organisation, à l'échelle d'un réseau, à l'échelle d'une tête de réseau, alors même qu'on trouve le même problème finalement de quelle place ça prend. Et on ne pourra, c'est là où c'est pas qu'une question de posture, c'est une question d'intégration économique de la place de la réflexivité. Et c'est ça la question qui se pose dans les conventionnements, notamment avec les pouvoirs publics. Parce que la pratique dominante, c'est de faire de l'évaluation à temps spécifique, à côté, dont le coût cherche à être minimisé, c'est-à-dire par exemple on crée des plateformes pour aller plus vite, on normalise les formes d'évaluation, c'est pour faire de l'économie, parce que c'est vu comme un coût, c'est coûteux l'évaluation, et pas comme un levier de production de valeur. Et si on bascule dans la production de valeur, on trouve, et dans les pratiques, il y a déjà des choses de cet ordre-là, où on va trouver des partenaires financeurs qui prennent du temps pour faire des tas de choses. Je reparle des conventions pluriannuelles d'objectifs du ministère de la Culture. Il y a un dispositif organisé pour soutenir cette production qui est quand même pas anecdotique, mais de la même manière que pour l'or, il y a une année de travail pour produire ensuite les conditions qui permettent de créer le nouveau projet fédéral. Donc là, il y a bien un investissement là-dedans avec une valeur économique, et donc on n'est pas dans le constat de la valeur, on est dans sa production. Et c'est là où ça nous a amené notamment à formuler quelque chose, et notamment c'est Sandro qui l'a posé comme ça dans un de nos temps, c'est la non-neutralité de l'évaluation. C'est-à-dire que la manière de faire de l'évaluation, elle est soit génératrice de valeur, elle rend possible la coproduction de valeur, ou alors elle détruit de la valeur. Mais elle est jamais, on entendait dans les échanges avant, les questions d'épuisement, de ça prend du temps, de l'incompréhension aussi de ce travail d'évaluation. On avait eu dans le travail qu'on avait fait ensemble en 2019, je sais plus, 2017, 17, 18, 19, voilà, par là, on avait eu des associations qui expliquaient avoir 50% de leurs ETP pour chercher ou justifier du financement. Donc on voit la destruction colossale, et en plus dans des formes qui ne font pas ressource pour les personnes qui produisent cette évaluation. Et donc cette tension-là, on voit que le déplacement, c'est pas qu'un problème de posture, pour reprendre ta question, c'est bien une question d'intégration dans l'enjeu économique. Et cette intégration dans l'enjeu économique, elle vaut pour les associations, mais aussi dans le rapport avec leurs partenaires. C'est-à-dire comment on arrive à le faire exister aussi du côté des partenaires. Et je dirais que c'est peut-être là où il y a un champ un peu plus dur, parce que c'est pas les personnes qui sont en cause dans ces questions-là, c'est plutôt l'organisation politique dans lesquelles on se trouve, où
la représentation dominante de la manière de faire du bon usage des deniers publics, c'est la maîtrise et le contrôle, et pas tellement la coproduction. Alors ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que justement, il y a quand même des personnes dans tous ces services qui ont la conscience que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans les exercices, puisque tu parles des exercices qu'on fait ensemble, on parle du visible et de l'invisible, par exemple, de temps en temps. Là, c'était la dernière fois ce qu'on évoquait, mais on avait déjà fait avant de qu'est-ce qui est en haut du panier, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui apparaît moins. Et en fait, on voit que, alors déjà, tous n'ont pas la même lecture de ça, mais que dans l'invisible, il y a justement toutes les choses qui peinent à rentrer dans cette forme de maîtrise et qui pour autant est toujours vue comme essentielle. Comprendre les difficultés que rencontre un réseau, sa capacité à répondre, le soutien par exemple, qu'on n'arrive pas à mettre comme un critère, pour autant c'est pas une préoccupation absente du côté des partenaires. Et d'ailleurs c'est très intégré dans leur métier que cette compréhension de ça. Mais c'est là où on a une difficulté sur les formes de l'évaluation, qui, à force de masquer ces choses-là, risque de les faire complètement disparaître, et y compris d'ailleurs du côté des pouvoirs publics, pour le dire très vite, le risque que ça soit vu comme hors de la fonction. Oui. Et c'est là où, quand on tombe sur de la plateformisation, des choses comme ça s'oublie. C'est-à-dire, absolument. On fait comme si ça n'existait pas. Alors que c'est des traits essentiels du métier, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir avec Sandro, c'est que ce sont des traits essentiels du métier des évaluateurs. Alors, j'utilise cette grande catégorie, mais les gens qui sont les interlocuteurs aujourd'hui des associations, c'est une fonction éminemment importante. Leurs compétences portent beaucoup sur ces questions-là, et pas sur la compilation de données. Absolument. Voilà, qu'il y a des systèmes techniques qui savent très bien faire ça, et qui n'est pas tellement l'objet de ce travail d'évaluation. Merci Romain. Une ou deux questions, si vous voulez bien. Oui, on a une question qui est là-bas. Alors, je ne sais pas combien on a de micro là. Ah, pardon. Pardonnez-moi. Alors, pour ce premier passage. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, Jean-Marc Delaunay, donc du mouvement associatif dans le cadre du programme Noura sur l'évaluation associative, coporté avec le F3E et la Fonda. Merci beaucoup pour ces présentations vraiment passionnantes et qui recroisent énormément aussi nos propres réflexions, notamment le travail du mouvement associatif sur les fonctions des têtes de réseau et l'enjeu de l'évaluation, parce que il y a des choses qui sont spécifiques à l'éducation populaire, ça a été dit un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont similaires aux différentes têtes de réseau associatives et au-delà. Voilà. Je voulais rebondir sur, je crois que c'est Laure qui en parlait, sur, mais les autres vous y êtes revenus d'une manière ou d'une autre, comment on prend en compte non seulement les résultats d'une action tels qu'ils ont été écrits dans un projet qui a été écrit lui-même pour cocher les cases des critères du financeur, mais comment on travaille aussi sur les conditions de possibilité de l'action en elle-même et voilà, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'animation de réseau en tant que tel, de l'appui aux membres, mais aussi du fonctionnement des structures en elles-mêmes. Donc ce qui renvoie aussi à le basculement du mode de la subvention pour les associations vers de l'appel à projet, vers de la commande publique. Voilà, on connaît tout ça par cœur. Pour moi, ça m'évoque aussi la question de est-ce qu'on se focalise sur la performance des actions et dans quelle mesure on prend en compte aussi la robustesse des structures. Voilà, c'est des réflexions qui nous traversent, qui peuvent être rendues visibles justement par l'évaluation pour faire changer les modes d'appréciation des financeurs. Parce que pourquoi pas intégrer justement ces éléments-là dans les objectifs de nos programmes. Voilà, c'est tout un travail de plaidoyer qu'on mène collectivement, mais dont les évaluateurs peuvent être aussi des relais pour intégrer toute cette partie invisibilisée des conditions de possibilité de la création de valeur associative dans les programmes qui sont soutenus. Bon, voilà. Et enfin, je rebondis sur ce que tu dis, Romain, sur comment on arrive à intégrer dans les projets eux-mêmes, dans les programmes eux-mêmes, l'évaluation. Je pense qu'on est à peu près toutes et tous convaincus ici. Je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur les secteurs du monde associatif, mais notamment de l'éducation populaire, qui l'ont fait. Et là, je veux parler notamment de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, qui, de façon systématique maintenant, intègre des budgets, même des cofinancements dédiés à l'évaluation, centrés sur les processus, sur l'amélioration, sur la mise en lumière de l'invisible, dans les pratiques et dans les projets d'éducation populaire. Merci.
Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questionnements, évidemment. Je vais peut-être, Laure, peut-être, sur cette question de robustesse, de performance. Bon, là, c'est aussi des notions qui nécessitent peut-être discussion. Sur ce qu'on... oui, Halima, alors peut-être. La prise en compte de la robustesse, de la performance aussi. Alors, ça revient un peu aux propos qui ont été tenus tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que il y a aussi une question de temporalité et d'historique. Là, on a affaire à des associations costauds qui sont existantes depuis plus de 100 ans, qui ont cette expérience-là. Mais nous, dans le cadre des associations que nous avons, on a aussi des associations qui sont petites, différentes et sur des nouvelles thématiques, puisqu'on touche diverses thématiques. Et on se rend compte que elles aussi, elles doivent évaluer ce qu'elles font. Et en effet, dans la lecture, elles sont pas aussi apprêtées, elles ont pas aussi autant d'éléments, elles ont pas les codes. Et donc parfois, en échangeant avec eux, on se rend compte que attention aux effets, quoi. La lecture de l'évaluation qu'ils nous ont donnée, si l'évaluation est mal faite, ça a des effets négatifs, donc démotivation des groupes, le projet, on n'en parle pas, le partenariat, on peut se poser des questions, etc., etc. Mais si à ce moment-là, derrière, on n'a pas un temps d'échange avec eux, pour dire, mais non, le fil, c'est ça, mais non, c'est intéressant, ça, c'est pas comme ça, la lecture, elle est pas de cette façon-là. Enfin, les modèles, les critères, etc., ils sont pas aussi aboutis que là. Donc ça, c'était un point qui était assez intéressant. Oui. Et puis, par contre, à l'inverse, quand l'évaluation est bien faite, on va pouvoir mettre en exergue les forces et les faiblesses, on va pouvoir prendre un petit peu de hauteur et peut-être avoir des effets d'impact sur les décisions, sur la continuité de l'activité, sur comment on réajuste, etc., etc. Donc finalement, on revient à quelque chose de base, mais qui me paraît essentiel aujourd'hui, puisque on parlait de sémantique déjà entre nous, c'était compliqué au tout départ, hein, on a eu pas mal d'échanges là-dessus, mais voilà, enfin ça repose un peu cette question de la robustesse de ce qui peut être mis, elle est quand même à traiter au cas par cas, quand bien même il y a quelque chose qui relève du tronc commun. Après, il y a cette question d'adaptabilité, je pense. Alors, Éléonore et après Laure, pardon. Oui, simplement ça m'a amené peut-être, une réflexion sur la place des têtes de réseau dans justement quand on a des associations qui sont peut-être fragiles ou peut-être pas suffisamment acculturées à la question de l'évaluation, c'est que la robustesse, elle peut être, il relève parfois aussi de la tête de réseau de donner à voir de ce que ça, de ce que les associations collectivement produisent. Et je pense que effectivement, dans les missions des têtes de réseau, il y a aussi l'enjeu d'évaluer. Ce que produit un réseau. Oui. Et c'est des réflexions, sur lesquelles on a un peu avancé, dans le cadre des réflexions autour des lettres circulaires avec la CNAF, qui anime ça, de dire que peut-être à des échelles territoriales, on peut attendre des têtes de réseau locales de produire l'évaluation, parce que c'est la différence qu'on va faire entre l'utilité sociale qu'est-ce que produit l'animation de la vie sociale, et quand un seul centre social lui fait son évaluation de projet, mais qu'est-ce que ça produit à l'échelle d'un territoire plus large, et donc effectivement il y a vraiment un enjeu à identifier, à pouvoir la bonne échelle. Exactement. Et les moyens, et l'économie pour produire cette connaissance-là, ce sera nécessaire et utile pour tous. Merci Laure. Réaction sur cette robustesse, cette performance aussi. Oui, moi je voulais peut-être rajouter un élément, c'était de se dire que la robustesse quand même elle est liée à la nature de la relation qu'on a entre acteurs, et aussi au sein de notre réseau, c'est-à-dire que on a bien, je crois qu'on a beaucoup entendu la question de la confiance, et cette confiance en fait elle se décide pas, elle s'anime, elle se nourrit, elle se construit, et en plus dans une période où il peut y avoir pas mal de rotation dans les équipes et ou chez les bénévoles, et du coup il y a des enjeux de transmission qui sont vraiment là, de comment on transmet de la confiance, et ça c'est vraiment quelque chose effectivement qui est très peu mesurable, mais en tout cas si ça n'existe pas, on sera jamais robuste, parce qu'on tiendra pas collectivement en fait s'il n'y a pas une forme d'union, et si le collectif n'existe pas, quoi. Et cette question de la qualité de la relation qu'on a effectivement vis-à-vis des partenaires, mais aussi en interne, c'est vraiment déterminant, et c'est vraiment
Et elle ne peut être que singulière, parce que tel que les foyers ruraux ou le bénévolat, évidemment, est une cohorte très très importante par rapport au nombre de salariés, alors que dans d'autres mouvements, il y a des équilibres et ça ne donne pas du tout les mêmes perceptions, les mêmes prismes pour aborder ce qu'on appelle être performant, être robuste en termes d'organisation ou pérenne pour mener telle ou telle action. La place, c'est des textes aussi, peut-être la place du politique aussi, la dimension politique qui est de nature différente d'un mouvement à un autre et évidemment, les partenaires, eux aussi, ont d'autres enjeux de cet ordre-là. Ouais. Cette robustesse. Alors, je voudrais revenir peut-être à la question aussi pour vous, messieurs. Comment intégrer? Ça se fait visiblement par ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'aime pas? Comment intégrer l'évaluation dans les processus d'action? Comme les mettre de manière naturelle, comme étant une des dimensions d'une action, tout simplement, j'allais dire. Alors, c'est un peu candide tel que je le dis là, mais qu'est-ce qui revient peut-être des pratiques de terrain, Emmanuel? Avec un petit micro, voilà. Oui, moi je pense que de toute façon, comment dire, c'est une dimension qui par nature est transversale. Donc vu qu'elle est par nature transversale, elle doit intégrer, puisqu'en fait elle vient questionner la gouvernance, elle vient questionner les outils, elle vient questionner la formation et l'évolution des métiers, etc. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que quand on a fait ce numéro des cahiers de l'action, on a finalement un papier du F3E justement qui parle de l'impact que ça a eu sur l'évolution des métiers. On a un papier par exemple de la COP des communs qui se pose la question de comment créer des nouvelles normes de comptabilité qui permettraient de restituer les choses autrement. Donc en fait, on voit bien que les questions qui sont soulevées par les papiers, ils sont par nature transversales et ils invitent en fait à cette démarche qui et je suis comment dire, assez sensible à la manière dont vous l'avez toutes les deux formulé jusque-là, c'est-à-dire d'une certaine manière re-questionner aussi qu'est-ce que ça veut dire le travail fédéral, quoi, et sortir d'une logique d'agrégation de mouvements petits et de propositions de services pour être dans plutôt une caisse de résonance des réflexivités qu'on a en commun dans un même territoire ou dans un même secteur. Et ça suppose quand même effectivement à la fois de multiplier des partenariats avec des gens avec lesquels on peut travailler l'évaluation, mais de monter aussi en quelque sorte en compétence dans chacun des réseaux sur cette capacité à suivre tous ces enjeux d'évaluation, de recherche, etc. Et ce qui n'est pas un petit sujet pour les acteurs associatifs. Et là-dessus, je crois que les politiques publiques pourraient faire des efforts beaucoup plus importants que ce que ne les font pour soutenir la structuration de ces réseaux-là sur cette dimension-là. Sur cette dimension-là. Romain, réaction là-dessus sur cette intégration et évidemment la dimension transverse au bout du bout de la question évaluative. Pour moi, il y a une partie du travail d'évaluation qui trouve des formes d'intégration aujourd'hui, mais qui, parce qu'il est justement un peu invisibilisé, un peu à côté, c'est une sorte de dérivé du reste de l'activité. Et ça se voit à l'échelle des actions locales où on met un pourcentage dédié à la structure et c'est là-dedans que ça doit se financer, se trouver, etc. Donc, voilà, ce problème, le problème qui est derrière, c'est effectivement peut-être pour des associations qui se montent, jusqu'où on comprend que c'est un dérivé de l'activité, on passe pas à côté de ce travail d'intégration. Et donc là, il y a déjà une chose de l'ordre de la pratique, mais comme je disais, dans les pratiques très courantes des associations, en général, le temps d'évaluation avec les bénéficiaires, il est intégré, il se fait comme ça. Alors, ça peut se renforcer. Y compris, ça pose la question dans les organisations de quelle place prennent les espaces de réflexivité. Quelle place prennent les espaces d'évaluation ensemble, pas pour qualifier le bien, le mal de ce qu'on fait, mais de mise en discussion. Alors, il y a quand même des réseaux... Temps, Romain, je t'arrête juste sur cette question espace. À démultiplier ou à changer la nature, et tout le monde dit qu'est-ce que c'est chronophage? Oui, mais c'est là où c'est chronophage si ça ne produit rien de l'activité. C'est-à-dire que si ça produit rien du projet associatif, si c'est une peine supplémentaire pour justifier. C'est là où l'évaluation tournée vers la question de la justification, elle épuise elle met pas. On va pas se retrouver ensemble 10 fois dans une asso pour dire alors qu'est-ce qu'on a produit ce mois-ci. Donc c'est là où ça déplace le sujet de ce qu'on évalue, ce qu'on cherche à évaluer, et la compréhension de ce qu'on fait le collègue d'à côté, les articulations qui peuvent exister, et comment ça aide à construire. Alors c'est un truc que j'ai développé notamment en lien avec les MJC, c'est l'idée d'un projet politique en acte, c'est-à-dire que
dans le projet politique des associations, il y a quand même de faire vivre le projet politique. Et l'évaluation est une modalité pour le faire vivre. L'exemple du congrès, alors qu'on a eu ensemble en entretien, je prends beaucoup Laure comme exemple, parce que on a eu un entretien assez long dans le cadre du dispositif. Et en fait, c'est de voir que là, il y a une mise en œuvre du projet politique et l'évaluation est une part extrêmement importante de cette question-là. Et donc, c'est pas vu comme un truc accessoire chronophage. Si c'est pas fait, on va se dire, mais notre projet politique, il est écrit quelque part, mais comment on rend vivant le fait que on ait un mouvement dans lequel les gens participent, sont mis en capacité d'eux, etc. Tout ça, c'est quand même, ce que ça pose, c'est que il y a déjà des formes d'intégration qui ont besoin par contre d'être un peu plus visibles. C'est-à-dire que le fait d'avoir des espaces d'évaluation, c'est pas un gadget, c'est pas un truc en plus, c'est pas à côté, c'est bien une condition sine qua non de la qualité de ce qu'on produit ensemble. Et ce que ça veut dire, c'est dans l'intégration, c'est comment on le positionne, non pas comme, c'est là où il y a un petit changement de culture sur le rapport à l'évaluation, comment on le positionne non pas comme le moyen de produire un récit qu'on va mettre dans des bilans et en se disant mince qui va le lire, mais bien dans l'exercice où ce qui nous intéresse, c'est j'aime bien cette petite expression, alors je la pique à Paul Ricoeur notamment, il dit dans mise en récit, les gens s'intéressent souvent à un récit, mais le vrai problème c'est le fait de le mettre. Et donc l'effort de mettre en récit, c'est ça qui produit une forme d'évaluation qui a des fins de professionnalisation, qui a des fins d'innovation, de soutenir de la coopération, de repérage de problématiques qu'on n'avait pas pu identifier initialement, parce que tant qu'on n'a pas agi, elles sont pas là. Et donc c'est le besoin de réintégrer cette question-là. Alors après, comment ça se traduit dans des budgets qui permettent de le faire, c'est-à-dire qui laissent du temps, qui ne se réduisent pas à l'action. Et là, je pense qu'effectivement, dans les questions d'appel à projet ou choses comme ça, c'est comment ça n'est pas renvoyé à du constat que les actions qu'on a fléchées et qu'on a délimité en se disant si on est très économe de deniers publics, on fait des bonnes choses parce qu'on ne finance que les temps d'atelier, mais pas le reste. Le propos qu'on tient avec Sandro notamment, c'est en faisant ça, on détruit une partie de la valeur potentielle qui est dans ces ateliers, par exemple, si on parle d'ateliers. Et donc c'est là où ça pose cette question de comment on arrive à délimiter, à reposer la place et l'enjeu de penser l'intégration de l'évaluation. Alors si des secteurs associatifs arrivent à le faire, c'est super, il faut prendre appui dessus pour voir comment c'est effectivement une nécessité pour la qualité de ce que produisent les associations et pour le bon usage des deniers publics, parce que c'est un autre ressort que la maîtrise, c'est essayer de faire que chaque euro investi produise quelque chose qui ait le plus de sens possible dans l'activité. Je vais vous poser la même question à tous en reprenant une de tes conditions, mettre en récit, et sans doute que c'est la mise en qui est la question avec des espaces. J'avais une question sur les compétences requises, les savoirs, les savoir-faire, les savoirs relationnels, pour ne pas qu'on soit dans l'incantation de « Ah, et si on mettait en récit ?» alors même que le secret, c'est la mise en. Au regard des expériences que vous vivez, de l'expérience que vous vivez actuellement et des réflexions qui sont celles de vos organisations, celle de Laure notamment, qui a intégré dans le cadre de son projet confédéral cette question d'évaluation, ou alors évaluation et engagement, enfin tous les débats qui sont les vôtres dans les centres sociaux. Évidemment, je sais que vous êtes aussi dans la prise en compte aussi d'indicateurs et de critères où le qualitatif compte beaucoup à la CNAF également dans vos partenariats. Est-ce qu'il y a des arrêts sur image aussi sur les pratiques et les savoir-faire, savoir relationnels nécessaires pour mettre en récit? Est-ce que c'est discuté? Est-ce qu'il y a, dans le cadre des recherches, des secrets, des trucs qui marchent, des astuces? Voilà, donnez-moi le guide d'emploi, le mode d'emploi ou la bonne formation pour que je puisse aider les acteurs à mettre en. Voilà ma question. Alors, je vais en deux mots juste dire une petite chose. On parlait de réflexivité par exemple. Chez Atémis, c'est quelque chose qu'on porte depuis assez longtemps. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un métier, le travail de réflexivité. Et tu parlais du rôle du tiers. C'est quand même pas la même chose d'avoir quelqu'un d'extérieur qui soutient la mise en récit, voilà, qui soutient la réflexivité. Donc là, il y a une question effectivement de cette capacité à faire de la réflexivité. Ensuite, Sandro le rappelait tout à l'heure, on a dans nos repères, nous, la question du travail,
de remettre le travail au centre, de partir de l'activité. Donc c'est pas uniquement, on pourrait dire, des groupes de discussion. C'est là où ça va un peu plus loin. Et donc effectivement, ça pose des questions de comment dans les structures et les réseaux qu'on accompagne, il y a une capacité professionnelle à faire ce travail d'évaluation. Et c'est là où on avait toujours dans nos activités un peu deux pans des interventions, qui sont deux pans de l'intervention recherche. C'est d'une part, quand même prendre en charge très concrètement comment dans des structures s'organise cette question de l'évaluation, qui y participe, comment et produire aussi un regard, une analyse de ce qui s'y joue, et en même temps une question de transfert d'une compréhension, mais qui, de notre point de vue, est la compréhension des enjeux de modèle économique. C'est-à-dire, c'est pas juste une question d'évaluation par elle-même. Et donc là, ça pose cette question de. Alors on le fait par exemple, alors pas du tout dans le cadre des interventions là. Auprès du FONGEP, ou un peu, à vrai dire, dans le cadre du travail qu'on fait avec les MJC, notamment en Bretagne. On a un collègue qui a posé cette question de création d'espaces réflexifs à l'échelle de structure, à l'échelle fédérale, et d'un rapport entre ces deux échelles, avec cette idée aussi de mettre des personnes dans une capacité à animer des espaces réflexifs, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on pratique avec le réseau Cocagne, avec qui on a beaucoup de travaux chez Atemis, de développer une compétence spécifique du réseau à être animateur ou à soutenir de l'animation d'espaces réflexifs. Mais oui, ça pose des questions là où on pourrait dire il y a des choses intéressante, c'est qu'il y a des tas d'espaces qui existent déjà. Par exemple, les systèmes d'échange de pratiques entre professionnels, mais qui auraient besoin de repositionner, de mon point de vue, le sens économique de ce qui s'y pratique. C'est pas juste des petites astuces qu'on se file entre collègues pour si je suis un peu dur, mais c'est bien des espaces de réflexivité, d'élaboration collective et d'évaluation, mais pas au sens de bien, pas bien, mais d'évaluation au sens aussi de construction d'une valeur de l'intervention qu'on mène. Alors, ça existe beaucoup par métier, à l'échelle des structures, au sein des fédérations. Je pense que les fédérations sont interrogées sur cette dimension-là, et on voit qu'il y a des expériences du type de celle de l'Or, où là, la question de retour sur l'activité pour construire du futur ensemble, d'élaboration, y compris des problématiques auxquelles on est confronté, de ce qui fait les ressources stratégiques du réseau demain, ce qui fait le périmètre de jeu qu'on cherche à se définir ensemble. Absolument. Il y a déjà une pratique un peu de ça. Alors, peut-être que ça peut se professionnaliser encore plus, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà en partie présent dans les structures. Éléonore, Laure et Alima, puis je donnerai la parole à... Merci Romain. Oui, alors sur cette question précisément, Emmanuel le disait tout à l'heure, sur quand on questionne le fédéralisme, et nous c'est un des axes de notre projet de réseau, c'est de se dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'on porte politiquement et comment. Du coup, on s'organise. Ça nous oblige, en fait. Enfin, effectivement, l'évaluation, elle se fait aussi dans l'analyse de notre gouvernance. Qui sont les acteurs, à quel endroit, les enjeux de subsidiarité. Enfin, c'est très très fort. Et en fait, ça nous oblige. On se demande pas. On pose pas un organigramme. On questionne les espaces, ce qui s'y joue et comment ils interagissent. Et donc effectivement, je pense il y a une nécessité, qui est vitale, de vraiment qu'on soit perpétuellement en réflexion là-dessus, en questionnement, parce que il y a des risques, quand on est fédération, quand les réseaux sont si importants, pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, pour qu'on garde la légitimité de ce que nous sommes, il faut vraiment mettre cette question au cœur. Donc c'est effectivement un investissement. On a vu dans les temps d'échange qu'on a eu dans le réseau avec les différents acteurs que se pose la question de la capitalisation. Donc ça dit bien de voir ce qu'on produit sur les territoires, à quel moment, où et par qui c'est capitalisé, et qu'est-ce qu'on fait de ces capitalisations. Et quel enseignement. Exactement. Et comment on évite que chacun reproduise les mêmes erreurs, les mêmes schémas, ou qu'est-ce qu'on met, comment on fait du commun avec ce qu'on fait à l'échelle du réseau. Donc je trouve intéressant, dans les échanges qu'on a eus, effectivement, je crois que questionner le fédéralisme, c'est produire de l'évaluation. C'est produire aussi, voilà. Ouais, absolument. Laure, je t'ai vu prendre des notes.
des réactions. Oui, bah en fait, enfin, je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire que nous, on a quand même beaucoup d'endroits et beaucoup d'espaces au sein du réseau qui réunissent des bénévoles et des professionnels, qui sont déjà des espaces réflexifs. Alors, on peut forcément s'améliorer, s'outiller mieux pour aussi comment dire, permettre la rencontre de ce qui est travaillé dans cet espace-là et dans cet espace-là pour que ça se nourrisse en fait et que ça permette de grandir collectivement. Mais voilà, il y a déjà effectivement des endroits où on est dans ce travail-là. Moi, je pensais à quelque chose d'assez simple, mais c'est vrai que on a toujours cette tendance à dire l'Assemblée générale, le passage obligé. En fait, c'est quand même un espace qui existe. À nous de le transformer pour le faire à un espace vraiment propice à un temps réflexif d'évaluation. Et je dois dire que depuis qu'on a mis en place ce nouveau projet confédéral, en fait, on a multiplié les rencontres annuelles de notre réseau. Et sur chaque rencontre annuelle, on a des temps de travail vraiment avec l'ensemble du réseau. Et le dernier, c'était notre assemblée générale là, il y a même pas un mois. Les gens sont contents en fait. Enfin, il y a un plaisir quand même à se mettre au travail collectivement, à se parler de ce qu'on fait, à mettre en commun en fait ce qu'on fait et ce qu'on produit à différents endroits, y compris sur des sujets qui sont pas rigolos, parce que vraiment le sujet aujourd'hui, c'est le sujet de la survie pour beaucoup quoi. Donc et ça c'est existant. Il faut probablement qu'on s'améliore, mais c'est sûr que ça rentre. On a du mal à le faire rentrer dans les prismes d'un soutien à cette vie-là, et à cette dynamique-là, et à cette dynamique démocratique quand même, parce qu'il y a un enjeu fort à ce que les bénévoles restent mobilisés et en vie et trouvent du plaisir à continuer de porter le projet collectif dans lequel ils sont engagés. Alors, tu as dit un mot essentiel, évidemment, enfin, en tout cas aussi issu de votre culture et de vos ambitions, c'est l'enjeu démocratique, le plaisir aussi de se retrouver avec des individus, des citoyens, je dis, ensemble. On est capable de penser, d'agir, d'avoir aussi du questionnement collectif pour aujourd'hui et pour demain. Je vais vous demander en un mot, c'est très frustrant ce que je vais vous demander, mais on va devoir conclure ce temps d'échange. L'intitulé de notre table ronde, des questionnements à partager dans un monde de complexité ou si complexe. Si vous aviez une ou deux questions à renvoyer à ceux qui sont ici présents, à ceux qui nous écoutent en ligne, voilà, pour que l'évaluation fasse partie du cheminement aussi, évidemment, de réflexion de tout acteur, qu'il soit partenaire financier, qu'il soit partenaire du monde associatif ou partenaire chercheur. Voilà, une question comme ça pour le week-end qui s'annonce chaud. Donc tout le monde restera chez soi et réfléchira en conscience. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Ou une réflexion peut-être au regard du cheminement aussi qui est le vôtre dans ce dispositif GPVAL et évidemment comment il s'inscrit dans la vie de vos structures. Qui veut se lancer? Emmanuel. Je peux meubler un peu pendant qu'on réfléchit tous. Je ne vais pas donner la règle du jeu, mais tout le monde savait qu'il y aurait cette question à la fin. Non, moi je trouve qu'en fait l'enjeu qu'il y a sur l'évaluation et qui s'est cumulé dans les différents événements qui est encore évoqué ici, c'est comment est-ce qu'on peut se donner les moyens de saisir l'évaluation comme un moyen de renforcer les coopérations en interne, les coopérations en externe. Et je suis assez sensible à ce que disait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que il faut pour ça des gens qui s'en occupent, il faut des formes des métiers peut-être spécifiques, aussi des rôles spécifiques dans les organisations, mais il faut aussi que ça soit une fonction auquel tout le monde réfléchit. Oui. Sinon, on va avoir le même problème qu'en matière de recherche, en matière de numérique, en matière d'etc. Ou quand on va parler évaluation, va voir machin. Et les autres ne s'en occupent pas. Et ce n'est du coup pas quelque chose que les uns et les autres s'approprient en lien avec les enjeux de gouvernance et de voilà. Donc c'est comme sur beaucoup d'objets, on a un objet transversal et c'est souvent par les coopérations qu'on arrive à le garder un peu transversal, c'est-à-dire de faire une place à tous ceux qui ont des compétences un peu variées et des choses à dire sur ce sujet. Tout le monde ne sera pas des spécialistes au même niveau, mais contribuer à une réflexion globale sur le projet associatif grâce à l'évaluation. À l'évaluation. Merci beaucoup, Emmanuel. Halima, ou quelqu'un d'autre Alors, dans ce cas-là, je vais en profiter. Alors, moi, je dirais, en tout cas pour nous, ce temps de bilan avec les associations, il est précieux. Il est précieux à deux titres. D'abord, par rapport à l'association,
parce qu'on la prend en compte, enfin voilà, c'est le moyen de la valoriser, c'est le moyen de voir un peu ce qui est fait, mais pas que, si on voit aussi son évolution structurelle et autres, sa capacité à s'auto-regarder aussi. On n'est pas là, on ne se mêle pas de l'organisation d'une asso, ça c'est un point qui est important. Et puis l'autre point, c'est que on a des temps d'espace. On a des espaces qui sont là pour le coup sur les finalités, sur ce sur quoi on travaille et ceux qui nous rassemblent. Et ces temps sont des temps partagés avec les associations et avec les partenaires. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet d'être levier. C'était les propos d'introduction quand on a commencé ce temps d'échange. Mais c'est ce qui permet aussi de faire changer et de faire évoluer peut-être certaines réglementations, certaines choses sur les thématiques de jeunesse, d'enfance et autres. Et donc ça, c'est important aussi. Merci Halima. Éléonore. Non, mais j'avais une réflexion, mais c'est simplement de se dire qu'effectivement, dans le contexte dans lequel sont les associations, le milieu associatif globalement en ce moment, qui est très, pas uniquement anxiogène. Enfin, on est au-delà. Enfin, dans une situation de crise. Justement, je pense que c'est bien aujourd'hui que il y a un enjeu très fort autour de l'évaluation et malgré tout, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faudrait collectivement se donner les moyens, les capacités à être bon, à être meilleur dans l'évaluation, pour pouvoir, au vu de tout ce qu'on s'est dit ce matin, vraiment dans notre capacité à produire collectivement en cohérence et avec du sens. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Romain. Ouais, alors je reprendrai complètement ce qu'a dit tous Emmanuel, ces propos, voilà, et voilà les autres aussi, à vrai dire. Peut-être insister sur cette question-là de l'intégration de l'évaluation et d'un côté son intégration et en même temps le fait d'ouvrir sur des fonctions de ce à quoi peut servir l'évaluation, de pourquoi on évalue. Alors il y a la question de la coopération et de construction de coopération, et je pense que c'est effectivement un point extrêmement important de comment ça aide à approfondir un rapport avec d'autres et donc de peut-être pas rester dans l'idée d'une compréhension qui ne se discute pas. Oui. Et donc là, c'est un moyen de mettre au travail aussi une intercompréhension, une construction avec les autres de ce qu'on cherche à produire ensemble. Et puis, on avait posé cette hypothèse avec Sandro dans le premier travail qu'on avait fait ensemble avec le FONGEP, qui était le fait que c'est aussi une question de direction, alors au sens d'animation. Enfin, pour moi, on le retrouve dans cette question de l'animation. Et c'est là où c'est une fonction transverse qui doit s'assumer et trouver une place un peu partout, qui a besoin d'être intégrée dans la vie quotidienne, finalement, des organisations, des associations, mais aussi, on l'a vu du côté des partenaires. Merci beaucoup, Romain. Et Laure, une réflexion pour ce week-end et les semaines à venir. Et du coup pour tout le temps à venir, parce que ma réflexion elle est sur les enjeux de temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement en fait quand on est quand même dans des actions qui sont des mises en place de processus et du coup forcément ça s'inscrit dans des temps qui sont plus longs, des temps variables, et comment ça peut aussi être considéré dans les processus évaluatifs et voilà comment on l'oublie pas en fait. Et moi j'ai pas de réponse, mais en tout cas c'est une vraie question, parce que on voit bien que on peut accueillir quelqu'un très jeune dans une association qui va aller faire sa vie, mais quand même plus tard cette personne va revenir et puis au final elle va devenir présidente de cette association et puis elle va de nouveau porter le projet politique, mais pas toute sa vie, mais du coup ces temporalités là on peut pas, je ne sais pas comment aujourd'hui on arrive à les faire apparaître en fait. Merci beaucoup pour ces questionnements, ces problématiques aussi dont il faudra se saisir pour demain. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne, et je voudrais que l'on remercie particulièrement l'équipe de Fairprod qui tient toute la technique depuis ces 2 jours et qui nous permet d'être en ligne pour ces projets 19, 20, 21. À bientôt pour le projet numéro 22 dont la thématique est encore en réflexion. À très bientôt et bon week-end à tous. Merci à vous toutes, à vous tous de votre participation. À bientôt.